Depuis 2 mois, les 72 salariés de Vert Baudet demandent à pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. Pour beaucoup, des femmes en grève pour la première fois de leur vie. Face au refus catégorique de la direction d'augmenter les salaires, un compromis dans la douleur a été trouvé. 0% d'augmentation salariale, mais des primes désocialisées. Le délégué CFDT le dit très clairement, c'était cela ou rien. Le 0%, on l'a très mal vécu. Alors, gréviste ou non, personne ne peut trouver normal qu'après 20 ans de boîte, les salaires plafonnent au SMIC au moment où tout augmente. Je partage l'inquiétude de ces femmes salariées, grandes perdantes de la réforme des retraites, de ne pas voir abonder leur pension avec ces primes. Face à un blocage de cette nature, la réponse ne peut être celle de l'intimidation et de la violence. Mais Vert Baudet n'est qu'un exemple parmi d'autres. Durant la période du Covid, vous nous expliquiez la main sur le cœur qu'il y aurait un avant et un après pour les travailleurs de première ligne. Alors, allez-vous continuer à adresser des vœux pieux au patronat à coups de demandes ou bien allez-vous enfin endosser le rôle d'un État qui met réellement en pratique le partage juste de la valeur en se plaçant aux côtés des travailleurs? Votre réponse qui ne me satisfait que partiellement, car au-delà de l'exemple de Vert Baudet et des volontés de négociation, eh bien, il y a une situation nationale qui se pose, celle de la politique salariale. Les Français veulent pouvoir vivre dignement de leur travail et aujourd'hui, je regrette que votre gouvernement ne soit pas au rendez-vous de cette attente des Français. Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera et qui, après l'abondance, géreront la pénurie et la survie. Voilà ce que prophétisait le penseur Bernard Charbonneau il y a 40 ans. Plus 4 degrés Celsius, c'est quand même la catastrophe annoncée. Sans aucune adaptation possible, tout le littoral français sous l'eau, des vagues de chaleur bien au-delà des 40 degrés auxquels tout le monde ne pourra pas survivre, des sécheresses sévères, des pénuries d'eau, des pertes de récoltes. Notre modèle est en cause. Le perpétuer alors qu'il se heurte à ses limites relève d'un déni impardonnable. Notre lutte contre la crise climatique doit s'intensifier car elle va générer des dommages colossaux. Qui n'en est pas conscient? Votre mantra « pas d'impôts, pas de taxes » nous mène dans l'impasse. Nous devons faire en 10 ans ce que nous n'avons pas fait en 30, dit le rapport de Jean Pisani-Ferry, qui n'est pourtant pas un dangereux éco-terroriste et qui propose, entre autres solutions, de lever un impôt sur les 10% les plus aisés pour financer la transition écologique. À vrai dire, il n'y a rien d'extravagant à imaginer qu'ils contribuent à cet effort à la hauteur de leurs moyens. En effet, changer sa chaudière et acquérir une voiture électrique n'est pas à la portée de tous les Français. Et pourtant, la réduction conséquente en gaz à effet de serre et donc l'habitabilité de la planète profiteront à tous. Une répartition équitable est non seulement la moindre des choses, mais relève d'une justice sociale absolument indispensable pour emporter l'adhésion et l'acceptabilité de tous. Nous n'avons cessé depuis 2017 de vous proposer des mesures fortes, comme justement l'instauration d'un ISF climatique en pure perte. Comment envisagez-vous les financements nécessaires au changement radical qui s'impose à nous? Le 1er mars dernier, à l'initiative de notre groupe, nous organisions dans cet hémicycle un débat sur la mixité sociale à l'école. Le constat implacable était partagé sur l'ensemble de nos bancs. Alors qu'en moyenne, la proportion d'élèves issus des milieux défavorisés est de 42,6% dans le public, elle est seulement de 18% dans le privé. Ces écarts ne cessent de se creuser depuis 20 ans. Nous allons vers un système scolaire à 2 vitesses. Une école privée réservée aux enfants privilégiés et une école publique pour tous les autres. Voilà le véritable séparatisme à l'œuvre dans notre pays. À l'occasion de ce débat du 1er mars, le ministre de l'Éducation nationale disait, je cite, « Parce que l'argent public finance l'enseignement privé sous contrat, à hauteur de 73%, je le rappelle, il est normal d'exiger de ce dernier qu'il favorise aussi la mixité des élèves. » Il parlait alors de moyens de pression sur les établissements privés sous contrat, notamment en modulant leurs subventions sous forme de bonus-malus, mais aussi en jouant sur les allocations de postes. Il avait même abordé la question de la sectorisation dont vous estimiez qu'elle avait donné des résultats probants. Nous attendions donc avec impatience des annonces fortes
de la part du gouvernement pour mettre fin à cette ségrégation scolaire qui mine notre pacte social et fait de notre pays un des plus inégalitaires de l'OCDE. Le protocole d'accord que vous avez dévoilé le 17 mai, après 2 reports, a fait pchit. Il ne comporte ni exigence contraignante, ni modulation des subventions ou des allocations de poste, ni bonus-malus et encore moins de sectorisation. Nous comprenons donc que ce gouvernement qui défend toujours les plus privilégiés n'agira pas pour plus de mixité scolaire. Quand prendrez-vous la mesure du problème en agissant fortement pour des mesures contraignantes pour mettre la mixité scolaire dans les écoles de France ?